Je me souviens de la fin de l'année comme d'un arrêt sur image. Des guirlandes lumineuses accrochées aux gouttières, la ville retenant son souffle, le calendrier s'amincissant jusqu'à sa dernière page. Amélie m'a tendu un carré de papier brillant et un ruban, plus une décoration qu'un cadeau. À l'intérieur, il n'y avait rien, hormis l'odeur de l'air climatisé du magasin et le silence de l'attente qui se désagrégeait entre mes mains. Elle a appelé ça une surprise, avec un sourire qui n'atteignait jamais ses pupilles. J'ai accepté d'un hochement de tête qui feignait de ne pas remarquer le vide. Le réveillon approchait lentement cette année-là. Lyon était plongé dans la neige et les illuminations, et je rentrais du travail par la place Bellecour, où se tenaient les chalets en bois du marché de Noël. J'achetais du pain d'épices pour sa mère, du vin chaud pour nous, des petites choses censées signifier plus qu'elles-mêmes. Notre appartement à la Croix-Rousse sentait toujours la cannelle en décembre. C'était elle, Amélie, qui préparait des bûches et des gâteaux, fredonnant des chants de Noël qu'elle gardait de son enfance à Clermont-Ferrand. Ce soir-là, le 28 décembre, quand il n'y avait plus d'invités, plus d'élan pour faire semblant, elle m'a tendu cette boîte. Le papier doré brillait à la lumière du sapin que nous avions décoré ensemble une semaine plus tôt. J'ai déballé lentement, comme toujours. Je ne déchire jamais le papier, je le déplie soigneusement, comme si cela devait signifier quelque chose. Peut-être était-ce ainsi que je voyais notre mariage. Quelque chose à ouvrir avec délicatesse, avec respect. La boîte était vide. Pas une carte, pas une blague, pas la promesse de quelque chose de plus grand. Rien. Je l'ai regardée, et elle a haussé les épaules, disant que c'était le symbole d'un nouveau départ, d'une page blanche, d'un espace pour nos rêves communs. Les mots étaient jolis, mais quelque chose dans sa voix sonnait comme une fausse note dans une mélodie familière. J'ai remercié. Je suis allé à la cuisine préparer un thé. Je ne voulais pas qu'elle voie ma surprise. Plus tard, quand elle est partie se coucher, je me suis assis devant mon ordinateur portable dans le petit bureau où je garde mes documents et mes livres sur l'architecture. Je suis ingénieur BTP. Je voulais trier ma boîte mail avant la nouvelle année, jeter les newsletters, les confirmations de commandes qui n'avaient de plus d'importance. Je faisais défiler la liste machinalement, quand je me suis arrêté sur un titre, confirmation d'émission de police d'assurance vie. Mon cœur ne s'est pas accéléré. Peut-être aurait-il dû, mais au lieu de cela, il a ralenti, comme si mon corps se préparait à quelque chose de lourd. J'ai ouvert. La police était sur ma vie. Valeur, 150 000 €. Bénéficiaire, Damien Chevalier. Pas ma femme, pas ma sœur Sophie, pas mes parents à Strasbourg. Damien, un homme dont j'avais entendu le nom plusieurs fois dans ses conversations téléphoniques, toujours prononcé à la légère, comme s'il était sans importance. Un collègue de travail, disait-elle. Quelqu'un de l'équipe marketing. J'ai lu le document 3 fois. Date d'émission, 2 semaines plus tôt. Cotisation, automatique, chaque mois, depuis notre compte joint. Questionnaire de santé, rempli avec des réponses proches de la vérité, mais pas exactes. Quelqu'un qui me connaît assez bien pour tromper le système, mais pas assez pour connaître mon allergie à la pénicilline, que j'avais signalée à mon médecin l'année dernière. J'ai fait des captures d'écran. J'ai sauvegardé les fichiers. J'ai vérifié les métadonnées. L'adresse IP menait à un café de la rue de la République, où elle allait le jeudi après le travail, soi-disant pour des réunions d'équipe. J'ai tout consigné méthodiquement comme je conçois des bâtiments. Fondation, murs porteurs, toiture. Il n'y a pas de place pour les émotions dans les structures qui doivent durer. J'ai appliqué la même logique maintenant. La boîte vide était posée à côté de l'ordinateur. Le papier doré reflétait la lumière de l'écran, créant des ombres étranges sur le bureau. J'ai pensé au symbole qu'elle m'avait vendu. Page blanche, nouveau départ. Peut-être avait-elle raison, mais pas de la manière dont elle le pensait. L'année se terminait. C'était vrai, mais quelque chose d'autre ne faisait que commencer. Dans cette ligne entre les pages du calendrier, quelque chose d'essentiel s'était brisé, et ce qui en a découlé n'était pas de la fureur, mais un refus pur, distillé, d'être à nouveau trompé. Je regardais l'écran, où les chiffres étaient de froid et précis, et la signature, volée lors d'un moment de calme, quand la confiance m'avait ramolli dans le confort. Je me suis levé. J'ai préparé un autre thé, un simple sachet comme on en boit après le dîner dans des milliers de foyers dans ce pays. Je me suis rassis. Je ne l'ai pas réveillé. Je n'ai pas crié. Je documentais, car lorsque les fondations se fissurent, on ne crie pas.
On reconstruit, mais cette fois selon ses propres règles. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai commencé à inventorier les décombres. Cela peut sembler sortir d'un cabinet comptable, mais c'était exactement ça. J'avais besoin d'un langage qui ne laisserait pas les émotions déformer les faits. J'ai sorti tous les relevés bancaires des 6 derniers mois. Notre carte commune était utilisée pour de petits paiements réguliers qui n'attiraient pas l'attention. La cotisation d'assurance était cachée entre l'abonnement Internet, Spotify et les courses chez Monoprix. 70 € par mois, peu, si on ne regarde pas attentivement. Je ne regardais pas. J'avais confiance. L'historique des connexions au système bancaire montrait quelque chose de plus intéressant. La police avait été souscrite le mardi 13 décembre à 14h21. À ce moment-là, j'étais sur un chantier à Vienne, vérifiant l'avancement des travaux de fondation. J'avais laissé mon téléphone à la maison. La batterie était à plat le matin et le chargeur de secours était dans la chambre. Amélie était restée à la maison ce jour-là, disant qu'elle se sentait mal, qu'elle avait besoin de se reposer. Je lui avais proposé de rester au lit, je lui avais fait un thé au miel, je l'avais couverte d'un plaid. J'étais parti à 7 heures du matin, revenu à 18 heures. Quand j'ai franchi le seuil, elle souriait, disant qu'elle allait mieux. Le questionnaire médical était un chef-d'œuvre d'approximation. La personne qui l'avait rempli savait que j'étais en bonne santé, pas de diabète, pas de maladie cardiaque, pas d'hypertension. Mais elle ne connaissait pas mon allergie à la pénicilline, notée par le médecin l'année dernière après une éruption cutanée suite à un antibiotique. Elle ne savait pas non plus que mon père avait eu une crise cardiaque à 58 ans, ce qui aurait dû être noté dans les antécédents familiaux. C'était de fines fissures dans la façade, mais elles suffisaient. J'ai ouvert un dossier, un simple dossier cartonné, vert, acheté à la Fnac. J'y mettais tout. Les impressions des relevés bancaires avec les cotisations surlignées, les captures d'écran de la confirmation de la police, l'historique des connexions au compte, une copie de mon dossier médical du docteur Martin au cabinet de la rue de la République. Je classais chronologiquement. Pas de notes émotionnelles. Pas de points d'exclamation. Date, montant, heure, adresse IP. L'architecture d'une trahison construite sur des faits en béton. Je voulais m'asseoir avec cette douleur sans la nourrir. Ça semble étrange, je sais. Les gens pensent que la trahison doit exploser en cris, en vaisselle cassée, en nuit passée à boire du cognac jusqu'à l'aube. Mais je n'étais pas cet homme-là. J'ai fait un thé au lieu d'une scène. J'ai nettoyé la cuisinière comme le faisait mon père après les journées difficiles, jusqu'à ce que l'inox brille comme une simple vérité. Je voulais rester reconnaissable à mes propres yeux. L'homme qui travaille, arrose les plantes, rend les livres à la bibliothèque à temps, remercie le chauffeur de bus. Je n'échangerai pas cet homme contre quelqu'un de bruyant et négligé, même pour obtenir justice. Sur un bloc-notes quadrillé, un de ces vieux blocs scolaires dont je me souviens du lycée, j'ai dessiné 2 colonnes. À gauche, préjudice. À droite, réparation. Sous préjudice, j'ai listé fraude, violation des devoirs conjugaux, dilapidation du patrimoine commun, mise en danger par la création d'un motif financier à ma mort. Sous réparation, j'ai écrit avocat, signalement à l'assureur, gel des comptes joints, divorce. Cela semblait presque élégant, une équation équilibrée sur le papier. Mais il n'y a rien d'élégant à réaliser que votre vie a été sécurisée comme un investissement financier par la personne qui partage votre lit. J'ai signé la page de ma propre main. J'ai daté 29 décembre 2024. Plus de signatures empruntées. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé du salon. J'ai dit à Amélie que j'avais mal au dos, qu'un matelas dur me ferait du bien. Ce n'était pas un mensonge. J'avais mal. Juste pas là où elle pouvait le voir. J'étais allongé et je regardais le sapin, dont les lumières clignotaient au rythme de la minuterie. J'ai pensé à tous les Noëls que nous avions passés ensemble. Les réveillons chez ses parents à Clermont-Ferrand, où sa mère préparait le chapon farci et les huîtres, où nous chantions des chants de Noël après le dîner, où je me sentais partie prenante de quelque chose de plus grand que moi. Maintenant, tout cela semblait être un décor. Beau, soigneusement arrangé, mais vide à l'intérieur. Comme cette boîte. Les lumières du sapin se sont éteintes automatiquement, à minuit. J'étais couché dans le noir et je sentais quelque chose se réorganiser en moi. Pas de la colère. Quelque chose de plus lourd et de plus durable. Une décision. Un plan. Les fondations d'une nouvelle vie,
qui ne serait plus construite sur le mensonge de quelqu'un d'autre. J'ai noté dans mon téléphone une liste de choses à faire le matin. Trouver un bon avocat, spécialisé en divorce. Appeler la compagnie d'assurance. Prendre rendez-vous à la banque pour la séparation des comptes. J'ai mis le réveil à 6 heures. Je me suis endormi vers 3 heures, d'un sommeil léger comme du papier. Je me suis réveillé avant le réveil. De la cuisine venait une odeur de café. Amélie préparait le petit déjeuner en fredonnant. Un matin normal. Je suis entré, j'ai dit bonjour, je me suis assis à table. Je mangeais des toasts au beurre et à la confiture de framboise. Nous parlions des plans pour le nouvel an. Elle proposait d'aller à Chamonix avec ses amis. Damien devait y être aussi, elle l'a mentionné en passant. J'ai hoché la tête, j'ai dit que j'y réfléchirais. Je n'ai rien dit. Pas encore. Car la justice n'a pas besoin de scènes au petit déjeuner. Elle a besoin de précision. Laissez un sub, cliquez sur le pouce en l'air et écrivez dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. À l'aube du 30 décembre, j'ai appelé le cabinet que j'avais trouvé la veille. Maître Durand. Non, pas le chevalier de la police, un autre Durand. Un avocat spécialisé en droit de la famille, avec un bureau rue de la Bourse à Lyon. Sa voix au téléphone sonnait comme celle de quelqu'un qui avait vu toutes les versions d'un cœur brisé dans le monde civilisé. Calme, professionnel, sans fausse compassion. J'ai expliqué sans théâtralité, police d'assurance vie, bénéficiaire étant l'amant de ma femme, absence de mon consentement, falsification probable de signature, compte joint utilisé pour payer les cotisations. J'ai dit tout cela du même ton que j'utilise pour décrire les spécifications techniques des fondations d'un bâtiment. Maître Durand écoutait, prenait des notes, posait des questions détaillées. Nous avons convenu d'un rendez-vous le premier jour ouvrable de la nouvelle année, le 4 janvier. Il m'a informé que c'était une base suffisante pour engager une procédure et que ma position était très solide. Il m'a demandé si je voulais une médiation. J'ai répondu que non. Le deuxième appel était au service de conformité et de lutte contre la fraude d'AXA, où la police avait été souscrite. Je me suis présenté comme l'assuré, j'ai donné le numéro de la police, j'ai demandé le gel du document jusqu'à vérification du consentement. J'ai expliqué que je n'avais pas consenti à l'émission de la police, que les données médicales dans le questionnaire différaient de mon dossier chez le docteur Martin, que je suspectais une fraude. La conseillère m'a demandé d'envoyer les documents le confirmant. J'ai promis de le faire avant la fin de la journée. J'ai reçu un numéro de dossier, l'équivalent administratif d'une empreinte digitale. Ensuite, je me suis occupé des finances. C'était la partie la plus difficile, car elle exigeait un sang-froid dans des opérations qui touchent au quotidien. J'ai pris rendez-vous à la BNP, où nous avions notre compte joint. Le conseiller était jeune, probablement frais et moulu de l'université, mais il a compris ce qu'il fallait faire. J'ai transformé le compte joint en 2 comptes séparés. La moitié des fonds sur l'un, la moitié sur l'autre. Tous les prélèvements automatiques liés à la police, annulés. Mots de passe changés. Authentification à 2 facteurs activés sur tous les appareils. Accès mobile sécurisé par un nouveau code PIN. Je faisais cela méthodiquement, comme on serre les boulons d'une poutre en acier. J'ai aussi ouvert un fonds fiduciaire à mon propre nom. La bénéficiaire était ma sœur Sophie, qui vit à Bordeaux avec ses enfants, et la fondation Les Restos du Cœur, qui aide les familles sans demander de nom. J'y ai alloué 30 000 € de mon compte d'épargne personnelle, que j'avais ouvert avant le mariage. C'était mon argent, mon choix. Quand j'ai terminé tous les appels et visites, il était midi. Je suis rentré à la maison. Amélie était au travail. Elle avait dit le matin qu'elle avait une réunion importante avec un client, qui pourrait durer jusqu'au soir. Je me suis retrouvé seul dans l'appartement, qui ressemblait soudain à l'exposition de la vie de quelqu'un d'autre. J'ai pris cette même boîte vide que j'avais reçue d'elle en cadeau. Le papier doré était maintenant froissé, mais le ruban tenait toujours. J'ai mis à l'intérieur les copies de tous les documents, la confirmation de la police, les relevés bancaires avec les cotisations surlignées, l'historique des connexions, les captures d'écran des métadonnées, la copie du signalement à AXA, la copie de la demande à la banque pour la séparation des comptes, le document de création du fonds fiduciaire, avec des bénéficiaires qui ne m'avaient jamais fait de mal. J'ai aussi ajouté une lettre écrite à la main sur une seule feuille. Dans la lettre, il n'y avait pas d'accusation, pas d'insulte. Il y avait une liste de faits avec des dates et des documents. J'ai terminé par une seule phrase. Ce qui était vide est maintenant plein. Ce qui était flou est maintenant documenté.
Ce qui était commun est maintenant séparé. Ma décision est définitive. J'ai renoué la boîte avec le ruban. Je l'ai posée au milieu de la table de la cuisine, là où elle la verrait à coup sûr. Je n'ai laissé aucun autre message. J'ai pris ma sacoche d'ordinateur, quelques vêtements, mes documents personnels, mon téléphone et mon chargeur. J'ai tout mis dans une seule valise et un sac de voyage. Il n'était pas vide. Avant de partir, j'ai arrosé la fougère sur le rebord de la fenêtre, celle-là même que j'avais sauvée d'une vente le premier été dans cet appartement. Ces feuilles avaient repoussé après des mois de négligence. Je l'ai brumisée une dernière fois et j'ai ouvert le store pour qu'elle ait de la lumière. L'appartement pouvait garder ce qui pouvait être gardé sans moi. Je suis parti à 14h30. Dans la cage d'escalier, j'ai croisé Madame Hélène du 2e étage, qui demandait toujours comment nous allions. J'ai souri, j'ai dit que tout allait bien, que je partais en déplacement professionnel pour quelques jours. Elle m'a souhaité bon voyage. J'ai remercié. Je suis allé à l'hôtel Ibis près de la gare Pardieu. Un petit endroit, propre, anonyme. La réceptionniste n'a pas posé de questions. J'ai pris une chambre pour une semaine. Une chambre avec un lit simple, un bureau, une bouilloire et une vue sur le quai 2. J'ai posé ma valise sur le lit et je me suis assis sur la chaise près de la fenêtre. Je regardais les trains arriver et repartir. Des gens montaient avec des valises, d'autres descendaient et saluaient leur famille. Le nouvel an approchait. En ville, on montait déjà les scènes sur la place Bellecour, où il devait y avoir un concert et des feux d'artifice. L'année se terminait pour tout le monde. Pour moi, elle se terminait différemment des autres. Je ne sentais pas de colère. Je sentais quelque chose de plus lourd, un soulagement. C'était un sentiment étrange, mais réel. Le soulagement d'avoir cessé de faire partie d'un mensonge. Que ma vie avait cessé d'être un ticket de loterie dans les mains de quelqu'un d'autre. Le soir, j'ai reçu un SMS d'Amélie. « Où es-tu? C'est quoi cette boîte ?» J'ai lu. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone, écran vers le bas. J'ai commandé une pizza dans un restaurant voisin. Une simple margherita. J'ai mangé lentement, en buvant de l'eau minérale du mini-frigo. Ce n'était pas un repas de réveillon, mais c'était le mien. Juste le mien. Et c'était quelque chose. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un pouce en l'air et dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai fait. Le nouvel an est arrivé avec des feux d'artifice au-dessus du Rhône et les cris des touristes ivres sur la place. J'étais assis dans ma chambre d'hôtel, la fenêtre entr'ouverte, écoutant les détonations lointaines et les rires. Je ne buvais pas. Je ne fêtais rien. Je lisais les documents que Maître Durand avait préparés pour notre réunion du 4 janvier. Ils étaient écrits dans un langage qui ne laissait aucune place au sentimentalisme. Paragraphes, articles de code, délais de procédure. La belle précision du droit. Le 2 janvier, alors que la plupart de la France se remettait des excès du réveillon, j'ai envoyé des emails. Il n'y en avait pas beaucoup, mais chacun avait le poids du béton. Le premier est parti à Maître Durand. Confirmation de notre rendez-vous avec le dossier complet en pièces jointes. Le deuxième au service de conformité d'AXA, rappel du dossier. Avec en pièces jointes le certificat scanné du docteur Martin, confirmant les divergences dans les données médicales. Le troisième à mon médecin, demande d'un courrier officiel, confirmant mon dossier de santé pour les besoins de la procédure. Le quatrième email était le plus difficile. Je l'ai envoyé au service des ressources humaines d'Omega Marketing, l'entreprise où travaillait Amélie. En objet, j'ai simplement écrit « Déclaration de conflit d'intérêts ». Dans le corps du texte, aucune émotion. J'ai expliqué que j'étais le mari d'Amélie Martin, employé au poste de chef d'équipe, que j'avais découvert une police d'assurance vie sur ma vie souscrite sans mon consentement, avec pour bénéficiaire Damien Chevalier, également employé de l'entreprise. J'ai joint une copie de la police, les relevés bancaires et le numéro de dossier chez AXA. J'ai terminé par une seule phrase. Je vous informe à des fins de politique interne de l'entreprise concernant les conflits d'intérêts et les abus potentiels. Je n'avais pas besoin d'en ajouter plus. Dans des entreprises comme Omega, qui gèrent des budgets clients se chiffrant en millions, les conflits d'intérêts sont traités plus sérieusement que les retards. Je le savais. Amélie le savait aussi, même si elle ne savait pas encore que je savais. Le 3 janvier, j'ai pris rendez-vous dans une étude notariale sur le quai Saint-Antoine, un petit cabinet au premier étage d'un immeuble ancien, avec de hauts plafonds et une odeur de bois ciré. La notaire, maître Teresa Moulin, était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et au regard perçant,
qui jugeait les gens plus vite qu'un scanner ne traite un papier. J'ai demandé à réserver une salle pour 14 heures, pour une déposition de déclaration. J'ai informé que la partie adverse pourrait ne pas se présenter, mais que les documents seraient déposés indépendamment de cela. J'ai apporté la boîte, la même dorée, au ruban froissé, maintenant lourde de papier et de vérité. Je l'ai posée sur la table en acajou. La notaire l'a ouverte, a parcouru le contenu sans commentaire. Elle a hoché la tête. Elle a demandé si je voulais la laisser en dépôt. J'ai dit non. Je voulais qu'elle reste comme preuve d'intention, comme un document laissé dans un lieu neutre, officiel, daté et certifié. J'ai envoyé un SMS à Amélie à midi. Rendez-vous à l'étude notariale de maître Teresa Moulin, 38 quai Saint-Antoine, 14h00. Ta présence n'est pas obligatoire. Les documents seront déposés. Elle n'a pas répondu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réponde. Je suis arrivé à l'heure. Je me suis assis sur une chaise dans la salle d'attente, regardant la porte. 14 heures ont passé. 14h15. 20. Elle n'est pas venue. La notaire m'a fait entrer. Elle a rédigé un procès-verbal. Date, heure, ma présence, l'absence de l'autre partie. Elle a confirmé le dépôt des documents en présence de témoins. Son assistant, un jeune juriste en costume sombre qui n'a pas dit un mot de toute la réunion, se contentant d'apposer sa signature là où il le fallait. Je suis sorti à 14h40. La boîte est restée sur la table, vide à nouveau. Mais maintenant, ce vide signifiait autre chose. Il signifiait la fin, définitive et documentée. Je suis retourné à l'hôtel. J'ai commencé à ranger le reste de ma vie dans un ordre qui avait du sens. Je triais les documents, ceux nécessaires pour le divorce, ceux liés à la police, ceux concernant le patrimoine. Chaque pile avait son dossier, son enveloppe, sa couleur. Rouge, divorce. Bleu, assurance et fraude. Vert, finance et patrimoine. Cela pouvait sembler obsessionnel, mais pour moi, c'était une bouée de sauvetage. Si je ne pouvais pas contrôler ce qu'elle avait fait, je pouvais contrôler la façon dont j'y réagissais. Le soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai décroché. La voix était féminine, nerveuse. Elle s'est présentée comme étant Magali, du service RH d'Omega Marketing. Elle m'a demandé si je pouvais venir pour un entretien de clarification le jeudi. J'ai dit oui, que je serais disponible, que je demandais une confirmation de l'heure par email. Elle a raccroché rapidement, comme si c'était quelque chose qu'elle ne voulait pas faire, mais qu'elle devait faire. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Pas parce que j'étais heureux, seulement parce que chaque mouvement était désormais le mien, planifié, exécuté, efficace. Il n'y avait plus de place pour les surprises. Il n'y avait plus de place pour les boîtes vides. Des amis m'ont demandé plus tard pourquoi je n'avais pas crié. Ce que j'ai reçu, c'était le gel, lent, déterminé, impitoyable, préservant chaque contour de la vérité. J'informais là où la loi l'exigeait, non par mesquinerie, mais parce que les bénéficiaires ne peuvent pas se cacher dans l'ombre. Si cela a fait tomber d'autres dominos dans des endroits que je ne voyais pas, ce n'est pas ma main qui les a installés. Ma main a simplement retiré la nappe d'un seul coup net. Abonnez-vous, laissez un pouce en l'air et dites-moi dans les commentaires si j'ai bien agi. Le 4 janvier fut le jour où tout prit force de loi. Le cabinet de Maître Durand se trouvait dans un immeuble rénové de la rue de la Bourse, avec vue sur Fourvière et la cathédrale. Le bureau était confortable, des étagères pleines de livres de droit, un bureau en bois sombre, une odeur de café provenant de la machine dans le coin. Maître Durand était un homme d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et au calme de celui qui en a assez vu pour ne pas juger. J'ai posé tous les dossiers devant lui, il les a examinés méthodiquement, a pris des notes, a posé des questions. Avez-vous des preuves que votre signature a été falsifiée? Oui, une analyse graphologique d'un expert que j'ai commandée en ligne juste après le Nouvel An. La compagnie d'assurance a-t-elle confirmé le gel de la police? Oui, l'email de confirmation du service de conformité imprimé et joint. Y a-t-il des dettes communes? Non, tous les crédits étaient remboursés. L'appartement nous appartenait à moitié, chacun sur la base d'un acte notarié de 2018. Maître Durand a hoché la tête. Il a dit que les bases étaient solides comme de l'acier. Fraude, atteinte à l'intégrité personnelle, agissement au détriment du conjoint, tout cela donnait une position de force. Il m'a demandé si je voulais réclamer une plus grande part du patrimoine en raison de la faute de l'autre partie.
J'ai réfléchi un instant. J'ai dit non. Je veux juste ce qui est à moi. La moitié de l'appartement, la moitié de l'épargne, mes affaires, ma tranquillité d'esprit. Je n'étais pas intéressé par les condamnations pénales, les dommages et intérêts, l'humiliation publique. Je voulais partir proprement, avec des documents qui disaient la vérité, sans dette envers personne. Nous avons signé la procuration. Maître Durand m'a assuré que la requête serait déposée au tribunal de grande instance de Lyon dans la semaine. Motif: altération définitive du lien conjugal, aux torts exclusifs de l'épouse. Pièces jointes: la documentation de la police, les expertises, la correspondance avec AXA, la confirmation de la banque sur la séparation des comptes. Tout y était. Tout était vrai. Je suis sorti du cabinet avec le sentiment d'avoir planté le dernier clou dans une structure qui ne pouvait pas s'effondrer. Le droit, quand il est seul, n'a pas besoin de voix élevées. Il a besoin de documents. Et je les avais. Le jour même, je suis retourné à l'appartement de la Croix-Rousse pour la dernière fois. Amélie était au travail. J'avais vérifié son Google Agenda, qu'elle n'avait pas encore bloqué. J'ai vu une réunion prévue jusqu'à 18h. J'avais le temps. L'intérieur était le même. Le sapin déjà enlevé, le salon rangé comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout était différent. Chaque meuble, chaque tableau au mur, chaque livre sur l'étagère, tout cela avait cessé d'être « à nous ». C'était devenu « à moi » et « à elle », à diviser, à liquider. J'ai fait un inventaire, une simple liste dans mon téléphone. Je notais tout. Canapé Ikea acheté en 2019, téléviseur Samsung 43 pouces, réfrigérateur Bosch en inox, batterie de casserole WMF, petite bibliothèque avec des livres de cuisine, table basse de chez Maison du Monde. Je ne m'attachais pas. C'étaient des objets. Ils pouvaient rester, ils pouvaient venir avec moi, cela m'était égal. La seule chose qui m'importait, c'était la fougère sur le rebord de la fenêtre et mes livres techniques sur l'étagère du bureau. J'ai mis mes vêtements dans 2 valises. Vêtements d'hiver, d'été, costumes pour les réunions, chaussures, sous-vêtements, tout ce qui avait mon odeur. J'ai pris les documents, diplôme, acte de naissance, passeport, carte vitale. J'ai pris mon ordinateur professionnel et ma tablette. J'ai pris les photos de mes parents que je gardais dans un cadre sur mon bureau. Le dernier geste fut la clé. Je l'ai posée sur la table de la cuisine, à côté de la fougère. La plante était saine, ses feuilles d'un vert foncé et dense. Je l'ai arrosée une dernière fois, avec le récipient que j'utilisais depuis des années, une vieille verseuse de ma grand-mère, bleue, avec des éclats de peinture émaillée. J'ai ouvert les stores en grand pour qu'elle ait de la lumière. C'était tout ce que je pouvais faire pour elle. À côté de la clé, j'ai posé une note, courte, écrite à la main. Clé de l'appartement. J'ai pris mes affaires. Contact via l'avocat, Maître Paul Durand, cabinet rue de la Bourse 14. Nous réglerons le reste conformément au jugement du tribunal. Pas de vœux, pas d'excuses, pas de « nous étions heureux autrefois ». Tout cela n'avait plus d'importance. Je suis parti à 16h30. Dans les escaliers, j'ai de nouveau croisé Madame Hélène. Elle m'a demandé si tout allait bien car j'avais des valises. J'ai souri et j'ai dit que je déménageais temporairement plus près du chantier à Vienne, que ce serait plus pratique. Elle a hoché la tête, m'a souhaité bon courage. Je ne voulais pas que cette vieille dame s'inquiète des mariages des autres. J'ai pris le tramway numéro 8 en direction de la gare. Les valises étaient lourdes, mais gérables. J'ai traversé la place Bellecour, la place des Terreaux, toute cette ville que je connaissais depuis des années. Lyon était ma maison. Elle l'était toujours. Seule l'adresse avait changé. Pendant ce temps, Maître Durand a fait quelque chose que je n'attendais pas, mais qui était tout à fait légal et nécessaire. En tant que bénéficiaire de la police d'assurance, figurait Damien Chevalier, et toute procédure concernant une fraude exige la notification de toutes les parties intéressées. Maître Durand a envoyé un courrier officiel à Damien Chevalier, copie du signalement à AXA, information sur la procédure de divorce, avertissement sur les conséquences légales de la participation à une fraude à l'assurance. Ce n'était pas une vengeance, c'était le protocole. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'ai pas vu mais je l'ai entendu plus tard. La femme de Damien, car il s'est avéré qu'il était marié, a reçu une copie des documents de son employeur. Le divorce des Chevaliers a commencé une semaine après le mien. Ce n'était pas mon fait. C'était l'effet domino qu'il avait lui-même mis en place en participant à quelque chose qui aurait pu se terminer par ma mort, pour de l'argent. Je ne ressentais aucune satisfaction.
Je ressentais seulement de la fatigue des années passées à côté de quelqu'un qui pouvait me regarder dans les yeux et chanter des chants de Noël, tout en planifiant ma valeur dans des tableurs Excel. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce en l'air et dites-moi ce que vous pensez de cette décision. Les semaines se sont transformées en un nouveau calendrier, et j'ai appris le poids de mon propre silence. Il ne m'écrasait pas, il m'affinait. Les matins sont devenus plus simples. J'ai loué un petit appartement à Weze, un 2 pièces au 3e étage avec vue sur le parc de la Tête d'Or. J'avais un lit, un bureau, une étagère avec des livres et une cuisinière sur laquelle je faisais le café comme je l'aime. Fort, sans sucre, avec un nuage de lait. Personne ne me disait que je buvais trop de caféine. Personne ne laissait de tasses sales dans l'évier en prétendant avoir oublié. J'ai commencé à courir sur les quais du Rhône tous les matins à 6 heures. Le parcours allait du pont Morand, le long du boulevard, jusqu'au parc et retour. Environ 10 kilomètres, 45 minutes, si je maintenais un rythme constant. En courant, je regardais l'eau, les cygnes qui se réveillaient plus lentement que les gens, la brume s'élevant au-dessus du fleuve comme le souffle de la terre. L'air ne me devait aucune explication. Il était juste là, pur, froid, à moi de le respirer. En février, j'ai reçu la confirmation officielle d'AXA. La police était gelée jusqu'à ce que l'affaire soit clarifiée. Une enquête interne avait été ouverte concernant une possible falsification de documents et une violation des procédures. Le bénéficiaire avait été informé de la procédure. Numéro de dossier joint. Tout en langage juridique, sans émotion, sans condamnation, sans justification. Parfait. Maître Durand m'informait régulièrement de l'avancée du divorce. La requête avait été acceptée. Amélie avait engagé son propre avocat, un avocat d'un grand cabinet de la place Bellecour, cher, agressif dans les médias, connu pour les affaires controversées. Ils ont essayé de contester le partage des biens, de réclamer une prestation compensatoire, de nier ma version des faits. Maître Durand répondait calmement, méthodiquement, document après document. Nous avions tout. Il n'avait que des mots. En mars, j'ai reçu une convocation pour l'audience. 23 mars, tribunal de grande instance, salle numéro 7. Je suis venu en costume bleu marine, que j'avais acheté spécialement pour l'occasion dans un magasin de la rue de la République. Je ne voulais pas ressembler à une victime. Je voulais ressembler à un homme qui connaît sa valeur et n'a pas l'intention d'y renoncer. Amélie était assise de l'autre côté de la salle avec son avocat. Nous n'avons pas échangé un regard. La juge, une femme d'une 40aine d'années avec des lunettes, une voix calme comme l'eau d'un puits, lisait le dossier. Elle posait des questions. Y a-t-il eu des tentatives de réconciliation? Non. Y a-t-il une chance de reconstruire la relation? Non. La partie défenderesse reconnaît-elle les faits? Non. Maître Durand a présenté les documents. La police. Les relevés. L'expertise graphologique. La correspondance avec AXA. Le procès-verbal du notaire. Tout y était. La juge a tout examiné en silence. Elle prenait des notes dans le dossier. Elle a ajourné l'affaire à une date ultérieure pour présentation de preuves supplémentaires par la partie défenderesse. Je suis sorti du tribunal avec le sentiment que ce n'était qu'une formalité. Je construisais des fondations depuis des mois. Ils essayaient maintenant de monter des murs dans le vide, sans sol. Cela ne fonctionnerait pas. La vie continuait. Je suis retourné travailler sur le chantier à Vienne. Nous étions dans la phase de finition. Enduit, installation électrique, pose de carrelage dans les salles de bain. Un travail physique, pratique, visible. On commençait quelque chose le matin. Le soir, c'était prêt. L'opposé de la vérité sur les gens, où l'on construit quelque chose pendant des années, et cela peut s'effondrer en une seconde. Mes collègues ne posèrent pas de questions sur ma vie privée. Dans le BTP, il n'y a pas de temps pour les analyses psychologiques. Il y a un délai, un projet, des matériaux. Je respecte ça. Un jour, Thomas, le chef de chantier, m'a demandé si tout allait bien parce que j'avais l'air d'avoir maigri. J'ai dit que je courais davantage. Il a hoché la tête. Il m'a donné un sandwich au saucisson que sa femme lui avait préparé. Je l'ai mangé. Il était bon. La vie était faite de ces petits moments. Je n'ai pas pardonné. Je ne comptais pas le faire. Le pardon aurait été un cadeau emballé comme cette première boîte, vide sous le papier, feignant une générosité qu'il ne contenait pas. Ce que j'ai choisi à la place, c'est la libération, elle de ma table, moi de ses calculs, d'un avenir où ma vie pourrait être évaluée et attribuée à un homme qui avait confondu secret et courage.
Il y a une différence entre refuser la haine et prétendre qu'on ne se souvient pas. J'ai refusé la première. J'ai rejeté le second. Je me souviens de tout. La boîte vide, l'email avec la police, la signature qui n'était pas la mienne, le sourire qui n'atteignait jamais les pupilles. Je me souviens, mais je ne laisse pas cela me gouverner. C'est ma liberté, voir la vérité et ne pas lui donner le pouvoir sur mes matins. En avril, le tribunal a rendu son jugement. Divorce prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, partage des biens à moitié, ordonnance d'éloignement de 3 mois. La police reste gelée jusqu'à la fin de la procédure chez AXA. Propre, précis, définitif. Maître Durand a appelé pour me féliciter. J'ai dit que ce n'était pas une victoire, mais une conclusion. Il y a une différence. Une victoire suggère que quelqu'un a gagné quelque chose de valeur. Moi, j'ai simplement récupéré ce qu'on m'avait pris. Le droit de vivre selon mes propres termes. Le soir de ce jour-là, j'ai couru le long du fleuve. Le printemps était arrivé tôt cette année. Des fleurs sur les arbres, des gens dans les parcs avec des chiens, des enfants en rollers. La ville vivait à son propre rythme, indifférente à mes petits drames et à mes petites victoires. C'était apaisant. S'il y a quelque chose d'impardonnable dans tout cela, ce n'est pas mon existence sans elle, ni mon refus de l'absolution. C'est la vérité que j'ai amenée à la lumière du jour et que j'ai refusé de ramener dans l'obscurité. Cette vérité brûle. Elle stérilise. Elle laisse un champ qui semble stérile, jusqu'à ce que vous voyiez la première verdure honnête. J'y marche maintenant, seul, et chaque pas est une promesse, que je me tiens enfin à moi-même. Je ne promets pas le bonheur, je ne promets pas l'oubli, je ne promets qu'une chose, que je ne signerai plus jamais un document sans lire tout ce qui est écrit en petits caractères, que je n'accepterai plus jamais une boîte vide en l'appelant un cadeau. La vie après le divorce n'est pas un film. Il n'y a pas de scène dramatique de réconciliation ni de vengeance spectaculaire. Il y a juste le quotidien. Le café le matin, le travail, la course, les appels à ma sœur le dimanche, les visites à mes parents à Strasbourg une fois par mois. Il y a une fougère sur le rebord de la fenêtre de mon nouvel appartement, que j'ai acheté dans le même magasin que la première. Elle pousse lentement, mais sûrement, et cela suffit. Laissez un sub, cliquez sur le pouce en l'air et dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire.